Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'Échiquier international qui poursuit la couverture spéciale consacrée au tragique massacre de Saqiet Sidi Youssef. Madame, Monsieur, mais avant de rentrer dans le vif du sujet ou du débat ou de la discussion et de vous présenter mes invités, je vous propose ce sujet signé Safwan Ben Sabri. Il n'y a point d'histoire avec un grand H qui ne s'écrive avec des lettres de sang. Il y a 66 ans, jour pour jour, le 8 février 1958, a lieu le massacre de Saqiet Sidi Youssef. L'armée coloniale française a bombardé le village de Saqiet Sidi Youssef, à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, côté tunisien. L'attaque coûte la vie à 79 personnes, dont une douzaine d'élèves d'une école primaire. Elle fait 148 blessés parmi les civils. La France vient de signer un crime colonial sur le territoire d'un État souverain et indépendant. En représailles aux actions de la résistance algérienne dans la région, la France mobilise plus de 25 avions. Vers 11 h du matin, une escadrille de chasseurs français mitraille un marché où se trouvent des villageois et des marchands. L'attaque sanglante est la première d'une longue série. Suite à cela, 3 escadrilles de 7 bombardiers chacune, des A-26, bombardent tour à tour le village durant 1 heure. Puis c'est au tour des installations de l'ALN de subir les bombardements de l'armée coloniale, après que celle-ci ait causé de lourdes pertes civiles. L'événement prendra une dimension internationale lorsque la Tunisie rompt ses relations diplomatiques avec la France et dépose plainte auprès des Nations Unies. L'événement tragique renforcera la fraternité entre les peuples algériens et tunisiens et tissera à jamais un lien de sang entre les deux peuples. L'événement tragique renforcera la fraternité entre Algériens et Tunisiens et tissera à jamais un lien de sang entre les deux peuples. Alors, Madame, Monsieur, pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagnée ce soir de Riyad Sidawi, directeur du Centre de recherche, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonsoir, Riyad Sidawi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Et je serai également accompagnée de Gamel Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir, Gamel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. Je commence avec vous, Riyad Sidawi. Alors, 66 ans, comme on vient de le voir lors de ce sujet, 66 ans après ces événements, que représente aujourd'hui ce souvenir ou ce douloureux souvenir pour les Tunisiens? Évidemment, la Tunisie a adopté la cause algérienne, la révolution algérienne. C'est une base arrière de la révolution algérienne. J'ai connu même des Tunisiens qui ont combattu à côté de l'ALN, de l'armée de libération nationale algérienne. Et ça montre bel et bien que nous sommes un seul peuple en 2 États. D'ailleurs, même au nord, même à l'est, en Algérie, il y a une partie en Tunisie. Il y a des Rouches, des tribus, si vous voulez, où il y a une partie en Tunisie, une autre en Algérie. C'est le lien du sang, le sang a coulé. Ça nous rappelle aussi ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. L'armée française a tué 12 élèves dans une école primaire par ces bombardements sauvages et a détruit 2 camions de la Croix-Rouge civile et une école. Ce que fait aujourd'hui l'armée israélienne à Gaza. C'est pour cette raison, peut-être, on comprend bien pourquoi Macron a été solidaire ou s'est solidarisé avec Netanyahou le 7 octobre 2023. Ce sont les mêmes pratiques et, comme j'ai dit, ça montre bel et bien les liens entre les Tunisiens et les Algériens sont des liens du sang, le sang a coulé et surtout, comme j'ai dit, l'ennemi est toujours le même.
Israël, plus tard, a bombardé aussi Hammam al-Shat. Le son palestinien s'est mélangé avec le son tunisien, mais le combat continue. La révolution algérienne, c'était aussi une révolution de tout le Maghreb, c'était une révolution tunisienne aussi. On va revenir dans quelques instants sur le bombardement du siège de l'OLP. Et je viens vers vous, Gamel Abina. Et Riyad Sidawi a fait le parallèle entre la colonisation de la Palestine par l'entité sioniste et la colonisation sauvage qu'a subi aussi le peuple algérien par la France. Comment est-ce qu'on peut justement aujourd'hui revenir à cet échiquier mondial et de ces positions occidentales qui soutiennent, notamment l'État français, qui soutient la colonisation et les affres et les criminels de guerre aujourd'hui en Palestine occupée. Est-ce que ce parallèle est légitime et justifié à votre avis ? Jusqu'à parallèle, à mon sens, c'est un continuum historique. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle, acquise par un Théodore Herzl et puis un comité international juif qui voulait récupérer une terre au Moyen-Orient pour avoir un foyer national, est une idée extrêmement réductrice de la réalité, en vérité, de l'impérialisme occidental. Ils ont utilisé les populations juives martyrisées d'Europe pour les transférer en Palestine et donner une légitimité à cette nouvelle croisade. En vérité, ça cache difficilement l'objectif des Occidentaux, à savoir avoir est-ce qu'on peut appeler ça un porte-avions, la Palestine occupée, et l'entité sioniste étant l'avant-garde, c'est dit d'ailleurs par Herzl au départ, l'avant-garde de l'Occident dans le monde barbare, comme il disait, asiatique, donc il veut dire les orientaux. Alors ce qui se passe, le parallèle entre les deux existe, pourquoi ? Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que la France, l'Angleterre, qui sont deux grandes puissances impérialistes, comme l'Espagne et le Portugal d'ailleurs, qu'on appelle les thalassocraties, excusez-moi, ces quatre grandes puissances conquis le monde. D'abord, ils ont massacré en Amérique, on le sait, en Amérique du Sud puis l'Amérique du Nord. Et ensuite, ils ont fait une conquête du reste du monde en sortant de leurs frontières. D'autres pays les ont rejoints, mais avec beaucoup moins de succès. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient accès aux mers, c'était les plus grandes flottes. Et très rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient non seulement conquérir le monde, mais voler, piller, tuer, massacrer, sans être inquiétés. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit en Palestine actuellement, avec les massacres de masse et la complicité active, et non pas passive, mais active de l'Occident, qui va jusqu'à couper les financements de l'UNRWA pour être sûr que les Palestiniens meurent maintenant de faim, eh bien, cela dit des choses. C'est qu'il y a une logique, un continuum historique de se dire, nous, les impérialistes, nous les conquérants, nous les occidentaux, nous les races supérieures, hein, parce qu'il y a un rapport raciste aussi là-dedans, nous avons droit de faire ce que nous voulons où nous le voulons. Et j'en veux pour preuve ce bombardement dans ce village tunisien, en pleine guerre d'Algérie. De Gaulle n'est pas encore arrivé, on est en début d'année 58. Eh bien, ce bombardement, il dit quoi ? Il dit que la France s'autorise à bombarder un pays sans déclaration de guerre. Et je rappelle que depuis 1945, les Occidentaux font la guerre au monde entier sans jamais déclarer la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans une démarche de guerre déclarée face à des ennemis. Aujourd'hui, on est dans une démarche d'intervention militaire systématique sous couvert au nom de l'ONU, mais d'intervention militaire, soi-disant pour des raisons humanitaires, pour des raisons de protection de leur entité sioniste, pour des raisons de protection de leurs intérêts économiques, comme ce qu'on voit au Yémen actuellement, ou à l'époque à Suez. À chaque fois, les motifs sont économiques, avant toute chose, et impériales. Donc c'est vrai que l'impérialisme occidental a créé l'entité sioniste, mais ce n'est pas eux qui dirigent. C'est bien les impérialistes qui dirigent. Preuve en est, aujourd'hui, l'entité sioniste est en difficulté, et immédiatement, les Américains et les Anglais viennent leur prêter main forte. Donc c'est pareil pour l'Algérie. Lorsque la Tunisie est bombardée, évidemment, les frères tunisiens qui sont libérés de la tutelle française 2 ans auparavant, en 1956, se rendent bien compte que la lutte algérienne qui commence en 1954 a aidé à l'accélération de l'indépendance du Maroc et de la Tunisie, et que ces nations sœurs ont décidé de soutenir l'Algérie légitimement. Eh bien, c'est la raison pour laquelle les Français ont bombardé. Pourquoi ? Parce qu'ils prétendaient que c'était un fief du FLN avant de dire que c'était un village. Il est vrai que les FLN étaient sur place. Ils savaient que les armes passaient par la Tunisie en provenance d'Égypte, et il fallait couper ce flux continu de résistance algérienne noble, en l'occurrence, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, face à une armée qui était quand même la 4e puissance mondiale et qui était membre de l'OTAN. N'oublions jamais cela. Eh bien, ça pour vous dire qu'effectivement, la logique est toujours la même. C'est une logique impérialiste occidentale qui veut écraser, dominer les pays du Sud en considérant que ce sont des races inférieures. Le racisme, évidemment, existe, mais pas seulement, en considérant qu'ils ont une légitimité absolue à avoir la possession des richesses de ces pays. On va continuer justement avec vous, Riyad Sidawi, sur ce parallèle. Au lendemain de cette offensive à l'encontre de la jeune République tunisienne, ou de cette agression à l'encontre de la jeune République tunisienne, la France, et ça c'est les médias français de l'époque qui le rapportent, nie tout raid qui a tué des civils, et va même jusqu'à se plaindre à l'ONU de l'ingérence de la jeune République tunisienne ou de sa duplicité, et avance qu'elle focalise une
tactique de défense et le droit de poursuite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même rhétorique comme on l'a vu en Irak, comme on le voit au Yémen, comme on le voit en Syrie? Est-ce que c'est la même rhétorique? Oui, toujours, c'est la même politique, la même hypocrisie aussi. Des agresseurs qui se présentent comme des victimes, jamais vu dans l'histoire. Alors, ils sont des agresseurs, mais se présentent comme des victimes. Et c'est répété à travers l'histoire. La France a commis des génocides en Algérie. Rappelons ce qui s'est passé en mai 1945 à Steve Gal Makrata. Plus que 40 000, je pense, 48 000 victimes, martyrs algériens, civils tués par le colonisateur français. Des génocides, des tribus entières en Algérie qui ont été déracinées et massacrées. Ça continue, c'est toujours la même politique, la même hypocrisie aussi politique, surtout puisque après la Deuxième Guerre mondiale, on a des institutions qui doivent garantir la paix mondiale, à leur tête l'ONU, le Conseil de sécurité, le secrétariat de l'ONU, etc., la Cour internationale de la justice, mais peut-être à cause de ces institutions mondiales et les médias aussi, c'est que puissance coloniale maintenant joue l'hypocrisie et joue parfois les victimes comme Israël s'est présenté sa défense devant la Cour de la justice internationale. La France a fait la même chose en 1958. Très bien, Monsieur Sidaoui, on continue toujours sur ce point, c'est très important. Monsieur Gamel Abina, 27 ans après ces tragiques événements de Saqiat Youssef, et Riyad Sidaoui a commencé à nous en parler tout à l'heure, il y a le bombardement du siège de l'OLP en Tunisie par l'entité sioniste. Et là aussi, l'entité sioniste avance les mêmes arguments, je cite celui de la légitime défense et du droit de poursuite. Finalement, que signifie ce droit de poursuite et est-ce qu'on cesse de poser la question, est-ce que finalement les puissances occidentales se croient et leurs complices, l'entité sioniste, se croient tout permis en terre du tiers-monde? Vous savez, le droit de poursuite, c'est une mauvaise plaisanterie, comme d'ailleurs l'ingérence humanitaire. Le droit d'ingérence humanitaire inventé par Kouchner pour massacrer la Somalie, c'est une invention totalement illégale, puisqu'il l'invente de toutes pièces, qu'il essaie d'inscrire dans le droit, mais ce droit n'existe pas. Il y a les droits des peuples à disposer eux-mêmes, il y a les droits à l'intégrité des nations aussi, le droit de choisir ses dirigeants, c'est une chose, mais surtout, il y a le droit à la sécurité. Or, l'Occident est très bien inspiré d'ailleurs, parce qu'il faut se rappeler quand même des premières fois où on a utilisé ces méthodes. Et là, je reviens toujours à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle fonde toute la modernité. Quand les nazis déclenchent la guerre contre la Pologne en 1939, le 1er septembre 1939, ils disent quoi? Ils disent que les Polonais ont attaqué un poste radio, un poste d'émetteur radio allemand à la frontière polonaise, et qu'ils auraient tué les équipes qui étaient sur le poste. Donc ils font une mise en scène, ils fabriquent tout ça, bon, ils font semblant de donner des motivations soi-disant juridiques pour dire « nous ne faisons qu'à nous défendre d'une agression de la Pologne ». Il faut se rappeler ce qu'était la Pologne à ce moment-là, un pays microscopique, reconstitué récemment et qui avait peu de moyens face à une Allemagne surpuissante, deuxième puissance mondiale. Ben là, c'est pareil. Quand les Tunisiens sont bombardés en 86 pour assassiner un des responsables des organisations palestiniennes, Abu Jihad, si je ne me trompe pas, ils le font pourquoi? Pour décapiter les Palestiniens qui ont pu échapper au massacre de 82 au Liban. Les Français font en sorte de faire sortir les Palestiniens du Liban pour les envoyer en Tunisie. Et de la Tunisie, après avoir massacré à Sabra et Shatila, ils se disent on va quand même tuer leur mari finalement. Puisque Sabra et Shatila, c'est les femmes qui restent, c'est les enfants. Et ils vont faire soi-disant ce droit d'ingérence, enfin ce droit d'immission dans les affaires extérieures, sans déclaration de guerre, il faut le rappeler, donc c'est illégal. Et le font, soi-disant, ce droit de poursuite. Pourquoi? Pour justifier à chaque fois de leur barbarie. Mais en vérité, la question qui se pose, c'est comme actuellement la Syrie est bombardée quasiment tous les jours par les sionistes et les États-Unis, ces gens-là se fichent complètement du droit, ils s'arrogent le droit de bombarder, c'est le droit donc du plus fort, mais ne s'intéressent pas aux questions du droit international qu'ils ont mis en place d'ailleurs, rappelons-le, soi-disant pour éviter qu'on se retrouve dans la même situation que les Allemands nazis lorsqu'ils enfreignaient le droit international en attaquant tous les pays qui étaient limitrophes de leur territoire jusqu'à l'extrême est de l'Allemagne, de la Russie. Eh bien ça, c'est des prétextes, des faux motifs qui disent quoi? Nous sommes les plus forts, comme en 2003 en Irak. Qu'on ait ou pas l'assentiment de l'ONU, ça n'a aucune importance. La force prévaut et nous aurons le droit parce que nous serons les plus forts. Et à la fin, les nazis disaient la même chose. Ce qui compte, c'est pas de savoir qu'on a enfreint une règle de droit. Ce qui compte, c'est qu'on écrira l'histoire en tant que vainqueur. Et le vainqueur écrit toujours l'histoire. En l'occurrence, malheureusement pour la France, et tant mieux pour nous, eh bien, elle a perdu. Elle a perdu en Afrique du Nord. Elle a perdu tout son précaré colonial. Et l'histoire a été écrite, non pas encore totalement, mais en partie par les vaincus.
mais surtout elle a été écrite par les vainqueurs, les Nord-Africains, qui rappellent les crimes de guerre qui ont été perpétrés à ce moment-là, les massacres, les villages. Je rappelle, alors je donne un chiffre juste pour vous donner une idée de la barbarie coloniale française, parce qu'il parle beaucoup des morts du côté français. Il y a à peu près 30 000 soldats qui ont été tués côté français. Maintenant, côté algérien, si on s'en tient aux chiffres des historiens français, je ne parle pas des chiffres algériens, il y aurait donc 300 000 morts du point de vue des chiffres français. Ça donne 600 personnes tuées par semaine. Vous imaginez le rythme? Un Oradour-sur-Glane chaque semaine, pendant 7 ans et demi. Eh bien cela, ça n'est pas dit en France. Ils ne vont pas s'en vanter. Et si on s'en tient aux chiffres algériens, 1 500 000 martyrs, ça fait plus de 4 000 personnes par semaine. C'est une véritable hécatombe. On peut presque parler d'une tentative génocidaire. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que même l'État sioniste qui massacre à grande échelle utilise exactement les mêmes méthodes. Bombardement par le ciel, bombardement par voie de terre, mer, et s'arroge complètement le droit de tuer qui il veut quand il veut, avec le soutien des principales puissances impériales occidentales, à savoir Angleterre, France, États-Unis. Très bien, vous venez de le dire et on va citer Frantz Fanon qui disait que la colonisation est la négation de tout attribut humain à l'autre. Riyad Sidawi, on va rester sur ce point de la colonisation et sur ce point historique. On va revenir plus loin dans l'histoire. Est-ce que finalement vous pensez que ces événements de Saqiet Sidi Youssef ont montré la barbarie de la colonisation en terre tunisienne, alors que l'argument a durant très longtemps été la colonisation en Tunisie n'est pas une colonisation de peuplement, et on s'excuse pour le terme, n'est pas une colonisation violente, si toutefois la colonisation peut ne pas être violente. S'il y a moi j'appelle l'armée de libération nationale tunisienne, mais elle est connue sous le nom de Fallaga. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'histoire, le 2 janvier 1958, il y a eu un accrochage à la frontière. L'armée de libération nationale algérienne a réussi à capturer 4 soldats français. Puis ils sont revenus en Tunisie. Alors le président du Conseil français, à l'époque, Félix Gaillard, charge le général Albert Buchalet de porter un message au président Habib Bourguiba. Il veut relancer la négociation. Il veut que la Tunisie soit neutre. Quelle neutralité, hein, des frères. Nous sommes neutres face à un massacre contre des frères. L'essentiel, Bourguiba a refusé de recevoir ce militaire qu'il avait combattu les Fellaga en 1954, parce que la révolution tunisienne est déclenchée en 18 janvier 1952, la révolution armée. Donc ce même général a combattu les Fellaga tunisiennes en 1954. Bourguiba a refusé de le recevoir. Puis il a essayé avec son chef de cabinet la même chose. Et a déclaré à la presse à l'époque, Bourguiba, la France doit comprendre qu'un général, pour appuyer une protestation ou une frégate pour soutenir une politique, tout cela doit prendre fin. Si l'action continue, je demanderai l'installation d'un régiment de l'ONU aux frontières. Et à Paris, évidemment, ils ont peur d'internationaliser le conflit parce que la France considère l'Algérie comme un département français. Ça veut dire des affaires internes de l'État français. Pour dire, finalement, c'était le même combat contre le même ennemi qui est la France, et cet ennemi aussi, c'est toujours le même, totalement hypocrite, 2 poids 2 mesures, la politique de 2 poids 2 mesures, et ils disent qu'ils sont là afin de propager la civilisation occidentale et le progrès. Alors le bilan est très 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 lourd, hein, que ce soit surtout en Algérie, mais évidemment aussi au Maroc et en Tunisie. Très bien, Riyad Sidawi. Durant ces événements-là qui se sont déroulés, je rappelle, à 10h du matin, une journée ensoleillée, et les pilotes n'ont cessé de dire qu'ils ont une bonne vision. Ils ont visé une école, des ambulances de la Croix-Rouge, mais aussi un marché où il y avait les Tunisiens et les Algériens réfugiés en Tunisie, en pleine occupation de leur quotidien. Gamel Abina, est-ce que finalement ces événements ont aussi conduit à parachever l'indépendance de Tunisie, parce que je rappelle tout de suite après la réaction de la Tunisie, l'émoi du peuple tunisien qui affirme son soutien inconditionnel, et au même titre que Bourguiba qui va à l'ONU, comme vient de nous le rappeler Riyad Sidawi, mais aussi le blocus des casernes françaises. Mais pourquoi est-ce que la France coloniale voulait à tout prix garder ses bases militaires en Tunisie aussi ?
Vous savez, toutes les puissances coloniales ont voulu garder, comme en Libye d'ailleurs, c'est Kadhafi qui les mettra dehors dans les années 70, des bases militaires. C'est un principe, c'est un précaré français. On voit encore ces bases dans la plupart des pays du Sahel qui ont été chassées progressivement, mais elles sont encore présentes malheureusement certains. Le principe, c'est de dire on décolonise en demi-teinte, mais on conserve nos appuis stratégiques. Ce qui se passe, c'est que Bourguiba, à ce moment-là, a eu l'intelligence et la manœuvre politique intelligente de dire bon, on vient d'être indépendant. On ne peut pas évidemment affronter la France, mais par contre, on l'affrontera sur le plan du droit et sur le plan politique. Et il obtient vraiment des résultats extraordinaires. Il finira d'ailleurs par se réconcilier avec la France par De Gaulle, puisque De Gaulle comprend qu'il n'est pas utile de se brouiller avec toute l'Afrique du Nord. Il comprend très rapidement que l'Afrique du Nord sera toujours solidaire quoi qu'il arrive. Et ils se rendent bien compte que ce soit en Tunisie d'ailleurs ou au Maroc, rappelons tout de même la barbarie au Maroc, ce qui s'est passé. Vous posiez la question tout à l'heure, l'Occident est-il uni par rapport à la sauvagerie coloniale? Bah oui, au Maroc par exemple, un des plus grands héros de l'histoire d'Afrique, qu'on ne connaît pas bien au Maroc, mais qu'on connaît bien en Algérie, Abdelkrim Khattabi, va, grâce à l'unité des tribus du Rif, écraser 10 000 Espagnols à la bataille d'Anoual. D'accord. Il libère son territoire de 1920 à 1926, et pour que les Espagnols puissent reprendre le dessus, ils font appel aux Anglais, aux Français, au bombardement français, avec des armes qui sont produites par les Allemands, le gaz moutarde. Et ils vont bombarder 200 000 Rifins, c'est que des villages qui vont bombarder pour obliger Abdelkrim Khattabi à se rendre, ce qu'il fera pour sauver sa population, sinon on allait dans une extermination totale. Eh bien, ils sont tous d'accord pour dire on ne peut pas laisser l'Espagne perdre devant ces Maghrébins, devant ces Arabes, ces musulmans, parce que ça donnerait un signal négatif, et ils avaient raison, aux autres pays arabes. Et il est vrai que quand Abdelkrim réussit sa révolution et finalement est vaincu, ils utilisent des moyens disproportionnés, ils sont solidaires entre eux, les Occidentaux, Espagnols, Français, et les Algériens s'inspirent de la révolution d'Abdelkrim Khattabi, qu'on voit encore aujourd'hui à Gaza. Les tactiques de guerre gazaouis s'inspirent de celles d'Abdelkrim Khattabi. C'est vous dire que la coalition de ces barbares, je parle des Occidentaux, et je parle bien des Occidentaux, conduit nécessairement au massacre massif des populations, sans déclaration de guerre et sans s'occuper le moins du monde, du droit international, puisqu'ils considèrent qu'il y a le droit pour les êtres humains qu'ils se prennent pour les êtres humains, et les autres sont les animaux, ou, comme disent les sionistes aujourd'hui, des animaux humains. Donc c'est pire que tout, on est dans le nazisme pur et dur. Très bien, Gamal Riyad Sidaoui, j'aurais une dernière question à vous poser. Est-ce que finalement le sang mêlé des Algériens par le sacrifice et le martyre avec les Tunisiens a scellé cette histoire des peuples, c'est l'histoire des deux nations pour un passé commun lié par le sacrifice, mais aussi un avenir meilleur et des visions communes, notamment sur la scène internationale aujourd'hui entre le président Abdelmajid Tebboune et le président tunisien Kais Saïed? Absolument, absolument. C'est toujours cette histoire, hein, et cet héritage historique et cette guerre héroïque contre le colonisateur français. Et d'ailleurs, petit rappel historique aussi, au mois de juillet 1961, a eu la bataille de Bizerte contre la dernière base militaire française en Tunisie. Rappelons ce qu'a dit à l'époque Charles de Gaulle à ses généraux: frappez fort, finissez vite, finissez rapidement et frappez fort. Mais la Tunisie a gagné aussi parce que c'est la fin de la colonisation. Évidemment, les relations aujourd'hui sont extraordinaires, surtout entre le président Abdelmajid Tebboune et Kais Saïed. On les voit bien sur la question palestinienne, sur la question aussi du peuple sahraoui. Le président de la République sahraoui a été reçu au palais de Carthage et à l'aéroport par le président tunisien Kais Saïed. Et le soutien inconditionnel à la cause palestinienne sont les deux derniers faucons contre la normalisation avec l'entité sioniste. Donc, et leur position politique, c'est soutenu par l'opinion publique, que ce soit en Tunisie ou en Algérie, parce que c'est le nationalisme, parce que nous avons combattu la France hier. Aujourd'hui, il faut aider les Palestiniens, il faut soutenir les Palestiniens, les Sahraouis contre toute colonisation. Très bien, merci Riyad Sidaoui. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci également à Gamel Abina de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Madame, Monsieur, c'est la fin de cet échiquier international qui s'est penché sur cette tragique histoire commune entre la Tunisie et l'Algérie et leur peuple. Madame, Monsieur, je vous donne rendez-vous demain. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.